Alors, salut la gang de J'en ai marre et merci d'être là et bienvenue au J'en ai marre show du mercredi 8 mai 2019. Heureux de vous retrouver, chers amis. C'est toujours un plaisir d'avoir ce grand public très averti et tous les communistes et les socialistes et les poteaux de la playa et les malacas en silence, en train d'apprendre quelque chose. Ils ne sont pas habitués d'apprendre. Ils sont habitués d'être endoctrinés. Et pour une fois, quand ils viennent assister aux J'en ai marre show en silence, ils apprennent quelque chose. Chers amis, Christian Marcotte, fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de toi, mon ami. Merci d'être là. Guy-Michel Baudouin, salut mon chum. Matt Laurent, Denise Lemire, Yves Dupont, Mimi Simard, Suze, Anne, Charlotte, Coca-Cola ou Coca-Inoama? Diane Pouliot, Jean-Pierre Martel et tous les autres. Mathieu Strasbourg, hey, salut mon chum. Carole Bernard. Observatoire, hello mon chum. Sébastien, tous les autres, merci. Beaucoup de choses sur le menu. On va aller faire un tour dans toutes sortes de directions. Vous allez vraiment apprécier. Pas si vous avez remarqué, on est le 8 mai 2019, et oui, et non pas le 22 décembre. Ce matin, il faisait 0 ici dans mon petit coin, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 0 le 8 mai 2019. C'est à peine si on commence à voir dans certains types d'arbres un peu de vert, mais à peine. Au loin, tu vois que ça s'en vient. La plupart des arbres, c'est à peine s'ils ont un tout petit bourgeon. Et il y a beaucoup d'arbres, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui ont l'air complètement morts, qui n'ont ni bourgeon, ni l'ombre d'avoir d'un bourgeon. Un bourgeon, donc, je me demande ce qui va arriver avec ces arbres-là. Mais on est le 8 mai 2019. Puis moi, j'ai un scoop. J'ai la preuve indéniable qu'il y a le réchauffement climatique et qu'on ne peut pas le nier. Ça fait 8 mois, ou 6 mois, ou 6 à 8 mois au Québec, qu'on est dans des températures avoisinant les moins 20, et que hier et avant-hier, il a fait 20 degrés. Donc, on a eu une augmentation de 40 degrés de la température. C'est indéniable. Le réchauffement climatique est là. Parce qu'il y a un changement de saison. Bande de cabochons. Et c'est comme ça depuis toujours. Et ce sera toujours comme ça. On démonise naturellement le CO2. Le CO2 est devenu l'ennemi numéro 1 de la planète. Pour les globalistes, les mondialistes, les environnementalistes et tous les idiots de tout acabit. Le CO2 est essentiel à la vie. Sans le CO2, il n'y a plus de vie. Il y a des moments dans l'histoire où le CO2 se retrouvait à 9000 particules par million. Les arbres étaient immenses apparemment. Les fougères grandissaient et atteignaient des tailles jamais vues. Parce que le CO2 est essentiel à la vie, essentiel aux arbres, essentiel aux phytoplanctons qui sont dans l'océan et qui sont le poumon, ces phytoplanctons de la planète. Sans eux, ces phytoplanctons, on n'aurait pas la qualité de l'air qu'on a pour permettre la vie. Et ces phytoplanctons se nourrissent du CO2. Il y a à peu près 80 000 molécules dans l'air. 33 de ces molécules-là sont du CO2. 32 sont produites de façon naturelle. Et là, on voit qu'on est dans... Imaginez-vous, il y a des périodes dans l'histoire de l'humanité où il y avait 9 000, 8 000, 9 000 particules par million de CO2. Là, on est à des niveaux records, mais très, très bas. On retrouve à peu près, en moyenne, 3 à 400, maximum 3 à 400 particules par million de CO2. Le CO2, quand on sait que c'est essentiel à la vie, s'il en reste plus juste 400, on est dans une période
où il ne reste plus que 400 molécules par million, particules par million, pas étonnant qu'on voit la vie s'effriter partout. Pas étonnant qu'on voit les phytoplanctons menacés. Et si ces phytoplanctons sont plus assez nombreux, je ne sais pas qu'est-ce qu'on respirera comme qualité d'air. Si le CO2 est essentiel pour le maintien d'une température vivable, pas étonnant qu'on s'en aille vers un refroidissement et une nouvelle ère de glace s'il n'en reste plus que 400 particules par million. Donc, voyez-vous la débilité de nos politiciens, mais la malhonnêteté intellectuelle aussi de ces gens-là, de tous ces groupes environnementalistes, puis de tous ces débiles profonds qui nous entourent, honnêtement. Moi, je ne sais pas, mais tous les crétins québécois, puis de québécoises, puis de citoyens du monde, puis parce qu'on a beaucoup de nationalités ici différentes, mais tous ces imbéciles qui adhèrent à cette religion-là, moi, ils commencent à me pomper l'air. J'ai beaucoup de tolérance, je veux bien essayer de leur expliquer, mais c'est qu'à un moment donné, tu as affaire à des... Comme on a monté cette histoire-là en religion, là, tu te retrouves avec des adeptes religieux, c'est pas mal difficile de les convaincre de la réalité. Les environnementalistes, les gauchistes, les verts ont renié la science pour s'embarquer dans de la croyance, dans du délire qu'on a institué en religion. C'est pas facile à défaire. Regardez la gang de fanatiques que vous avez autour de vous, des crétins, finis, des cons, lessivés. C'est vraiment, ça commence à me pomper l'air. Moi, je ne sais pas pour vous autres, là. J'ai vraiment la patience qui est rendue à bout. Vraiment rendue à bout. Charlotte, Daniel et tous les autres, merci d'être là. C'est vraiment déprimant de voir l'insignifiance du monde qui nous entoure. Moi, j'ai encore des gens qui me demandent « C'est qui a tué JFK? » JFK! John F. Kennedy. Il a été tué par la mafia, par Jimmy Hoffa. D'abord, je voudrais juste... On va aller une fois pour toutes, là. Une fois pour toutes. Parce que vraiment, moi, j'en peux plus d'entendre parler de tous ces imbéciles avec leur théorie du complot. John F. Kennedy, le président le plus insignifiant, le plus inutile, le plus nul à chier, dont le seul exploit, ça a été de fourrer Marilyn Monroe. OK? On va juste aller remettre des points sur des i, puis des barres sur les t, parce que c'est sûr que c'est pas les petits gauchistes, puis tous les imbéciles qui pensent que JFK a été tué par les Russes, par les Soviétiques, par les Cubains, par la CIA, puis j'aimerais juste vous le rappeler, comme me l'a fait rappeler Observatoire AFT il y a quelques jours. En 62, un enfant d'école aurait pu s'installer sur un toit pour tirer JFK. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de technologie disponible. C'était une cible bien facile. Puis c'est bien évident que c'est la personne qui l'a tué, Lee Harvey Oswald, un marxiste, qui a été ensuite payé par la mafia pour tuer JFK. C'était bien facile. N'importe qui aurait pu se positionner là, puis tu n'avais pas besoin d'être un tueur à gages, puis un tireur hors pair. C'était une cible qui s'offrait à toi comme c'est pas possible. On est en 62, son taux d'approbation est à 70%. Il n'y a personne qui pense qu'il va être tué par qui que ce soit. Tout le monde l'aime. On aime ses histoires de cul, on aime ses histoires insignifiantes. C'est une famille de dynastie. Il est marié avec Jacqueline Bouvier. C'est le couple princier des États-Unis. Tout le monde est en amour avec. Il n'a rien fait. Il fait rien. Il fait juste se promener comme une rockstar. Il n'y a personne qui pense qu'il va se faire tuer. La mafia s'est dit, ouais, c'est le temps d'y aller, mon chum. Donc, on va juste retourner un peu dans le passé de JFK
d'abord famille mafieuse irlandaise. Robert Kennedy, son frère, lui aussi s'est fait tuer pour les mêmes raisons par la mafia italienne, parce que les deux étaient sur le comité sénatorial qui voulait envoyer Jimmy Hoffa en prison en 57 et en 58 parce qu'il voulait se faire un nom pour la présidence à venir. On va aller juste jeter un petit coup d'œil rapide pour qu'une fois pour toutes, les conspirationnistes, on vous entende plus. Moi, je taboute d'entendre des gens en 2019, quand on est au bord de la tyrannie, du communisme et du fascisme imposé par la gauche, tu as cette même gauche-là qui veut distraire tout le monde. En 60 ans après, mais c'est qui a tué JFK? John Fitzgerald Kennedy, souvent désigné par ses initiales, JFK était un homme politique et un journaliste, imaginez-vous, en plus. Il est-tu dans la gang des pleins de marde, lui? Américain, qui fut le 35e président des États-Unis. Écoutez ça, il a été président de 61 à 63. Il n'a pas eu le temps de faire grand-chose, lui, sauf fourrer Marilyn Monroe. Puis il n'a rien fait d'autre que de fourrer Marilyn Monroe. Comment il s'est fait son nom, ce petit coco-là? Puis là, j'aimerais juste aussi vous rappeler un autre fait assez extraordinaire. John F. Kennedy, une fois qu'il est élu, savez-vous qui il a nommé comme attorney général? Ou ce qu'on appelle le procureur général ou l'équivalent du ministre de la Justice? Son frère, Robert Kennedy. Tous ceux qui nous brisent les oreilles avec Donald Trump et des conflits d'intérêts parce qu'il a amené comme conseiller spécial à la Maison-Blanche Jared Kushner. Hey, John F. Kennedy, votre petite idole, il a nommé son frère comme attorney général, comme procureur général, puis il n'y a personne qui en a fait un plat à l'époque. C'est assez spectaculaire qu'un président nomme son frère comme ministre de la Justice. Wow! Ils sont où les petits gauchistes puants pour nous parler de ça? Ça, c'est un vrai conflit d'intérêts, mon chum. Quand tu as le président des États-Unis d'une famille mafieuse reconnue, le père des Kennedy s'est enrichi avec la distribution de l'alcool pendant la prohibition dans le nord des États-Unis. Quand tu as le président le plus insignifiant de l'histoire de l'humanité, dont le seul exploit c'est d'avoir fourré Marilyn Monroe, il a été président 2 ans, il n'a rien fait, là, lui. Mais il a eu le temps de nommer son frère ministre de la Justice, ou l'attorney général, ou le procureur général. Moi, j'aimerais ça voir, elle est où? Hein? L'outrage. La crise d'hystérie de la petite gauche qui est tellement vertueuse, puis qui accuse tout le monde de tout. Comment ça se fait que votre petite idole, vous l'avez accusé de rien? Lui qui nomme son frère, Robert Kennedy, au poste de ministre de la Justice. Gériboire de bâtard. Quand tu veux parler de conflit d'intérêts, wouh! Wouh! Hein? Ça en est tout un? Conflit d'intérêts? Robert Kennedy, le frère, imagine-toi. Ça se peut pas, man. Robert Kennedy, l'autre crétin de la famille, l'autre corrompu, était un homme politique américain et un avocat. Tiens, journaliste, avocat, et il a été le 64e procureur général des États-Unis de janvier 61 à septembre 64. Il a été nommé procureur général des États-Unis par son frère. Aïe, 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 aïe. Lui, c'était un éminent membre du Parti démocrate, le parti le plus corrompu de l'humanité, le Parti démocrate, le parti qui a fondé le Ku Klux Klan, le parti qui a été contre toute la lutte des droits des Noirs américains, qui a combattu pour garder l'esclavage et le ségrégationnisme. C'est ça l'histoire. Même si tu n'aimes pas ça, le petit gauchiste, les démocrates sont les fondateurs de toutes les lois ségrégationnistes. C'est eux qui ont combattu le droit de vote des femmes. C'est eux qui ont combattu la fin de l'esclavage. Ils voulaient garder les esclaves, puis ils voulaient garder le ségrégationnisme.
Ça, c'est les démocrates. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait pas ton affaire, le gauchiste. Tu as tout réécrit l'histoire, mais moi, je suis là pour la remettre à la place, puis à sa place, l'histoire. OK? Donc, ce petit pourri-là. Puis le troisième pourri, Ted Kennedy, qui a été sénateur 50 ans, a déliré puis a déblatéré au Sénat, la plupart du temps, ivre-mort, parce que c'est un alcoolique. Ben, c'est sûr, son père était celui qui a contrôlé l'alcool. Pas étonnant que ses enfants soient alcooliques. Et des déglingués, des womanizers et des grands baiseurs et des corrompus. Ils viennent d'une famille de mafieux. Ted Kennedy, dans l'événement dont on a fait un film, Chappaquiddick, il n'y a pas longtemps, où on raconte l'histoire, la vraie, puis la petite gauche n'a pas aimé ça, on a essayé de bannir ce film-là, où on apprend que le sénateur Ted Kennedy, sous comme une botte au volant de sa voiture avec une putain à côté de lui, parce qu'il venait d'aller fourrer une putain, a perdu le contrôle de sa voiture, il a fini dans une rivière. Lui, il a voulu sauver son cul, parce que c'est sûr qu'il ne voulait pas que la police arrive puis retrouve Ted Kennedy avec une putain, sous comme une botte, pendant qu'il est marié, puis que c'est l'emblème de la société américaine. Wow, la famille Kennedy, Ted Kennedy, le sénateur Ted Kennedy, un gros mangeur de marde. Bon à rien, un crotté qui a craché, qui a vomi pendant 50 ans des discours de débiles profonds de haine. Ted Kennedy, qui sort de la voiture, se sauve, puis laisse cette pauvre putain-là se noyer. C'est drôle, on les entend pas, ces histoires-là, dans les journaux de la gauche. Ils vous ont présenté la famille Kennedy comme, mon Dieu, victime de quoi? Victime de la mafia parce que c'est une gang de pourris! Une gang de pourris! Moi, j'en viens pas de la naïveté du monde. Franchement, c'est vraiment, vraiment pathétique. C'est pathétique d'avoir pensé que ces gens-là, avec quoi que ce soit à voir avec une présidence exceptionnelle ou un sauveur, John F. Kennedy, le sauveur, un alcoolique womanizer qui vient d'une famille de mafieux, dont les deux frères sont deux mafieux aussi notoires, et pourquoi ils ont été tués dans ce fameux procès et cette commission sénatoriale des années 57, où on a essayé d'envoyer Jimmy Hoffa en prison. Tu as les deux frères qui sont là, dans cette commission-là, et franchement, Jimmy Hoffa les regarde dans le blanc des yeux et leur dit, vous autres, vous voulez me juger, vous voulez m'envoyer en prison pendant que votre père était à la tête du plus grand cartel de criminels, les trafiquants d'alcool pendant la Prohibition. Puis tu voyais la haine des deux Kennedy contre Jimmy Hoffa dans cette commission parlementaire-là. Et Hoffa qui les a regardés en voulant dire, mes deux petits snoros, vous autres, ça va venir votre tour. Puis la mafia, moi j'ai beaucoup de connaissances mafieuses. Quand ils décident que ton numéro il est tiré, ben ça va venir, mais c'est juste quand ça va faire leur affaire à eux autres. Donc, lâchez-moi la grappe, ma bande de drabada, avec « Qui c'est qui a tué JFK? » Pendant qu'on est en train de vivre les pires moments de notre histoire. T'as des crétins qui sont encore à se demander qui a tué JFK. Pas fort. Vraiment pas fort. Vraiment pas fort. Jocelyn Nicolas qui dit « Si Kennedy a été tué par la mafia, parce que c'est un règlement de compte, ils ont voulu envoyer Hoffa en prison. Alors que les mafieux ont financé les Kennedy tout le long de leur carrière politique. John F. Kennedy a été élu par la mafia de Chicago. Puis lui, après ça, il a voulu se faire du capital politique dans les années fin 50, en voulant faire emprisonner Jimmy Hoffa, le chef des Teamsters. Mais Macron... il fait partie de cette mafia-là. Il n'y a pas question qu'il s'en débarrasse. Voyons, ça n'a rien à voir. De quoi tu parles? Toujours un autre perdu qui vient nous donner des commentaires
qui sont hors contexte. Peu importe si Marilyn Monroe est un homme ou non, il l'a fourré, tout le monde voulait la fourrer à l'époque. JFK, une nullité, un bon à rien, qui vient d'une famille de bons à rien. Juste pour vous mettre en contexte, on va retourner voir cette histoire-là sur Ted Kennedy, que tous les médias ont voulu cacher, mais il a abandonné une femme là parce qu'il était sourd. Chappaquiddick. Chappaquiddick, OK? Pour tous les adorateurs de la famille Kennedy, mes espèces d'insignifiants, bande de crétins, Chappaquiddick est un film dramatique américain réalisé en 2017 par John Curran et écrit par Taylor Allen. Le film met en vedette Jason Clarke. Je vous suggère d'aller voir ce film-là. OK? L'histoire, en juillet 69, le sénateur américain du Massachusetts, Ted Kennedy, donne une interview dans laquelle il est interrogé sur le fait qu'il se tienne dans l'ombre de ses regrettés frères John et Robert. Après l'entretien, il appelle son cousin Joe Gargan pour lui réserver des chambres d'hôtel dans le Martha's Vineyard. Hein? Tout le monde connaît ça, hein? Pour les Boiler Rooms Girls, le personnel de campagne de son frère Robert Kennedy se rend sur l'île Chappaquiddick, où il rencontre Joe et le procureur américain du Massachusetts, Paul Markham, pour une course à la voile. Après avoir perdu la course, Kennedy se rend à une soirée dans une maison de plage avec ses amis et les Boiler Room Girls. Kennedy quitte la fête avec Mary Jo Kopechin. Après un bref arrêt, il commence à partir en voiture et rencontre un policier d'Edgartown. L'agent leur demande s'ils ont besoin d'aide, mais Kennedy recule et s'en va rapidement. Dans sa hâte, il quitte accidentellement le pont de la digue, faisant basculer la voiture avant qu'elle ne plonge dans un étang. L'écran devient noir et puis il se met à pleurer. Il quitte la scène et retourne à la fête à la maison de la plage. Il dit à Gargan et à Markham, « Nous avons un problème. » Et ils se rendent rapidement sur le site et tentent sans succès plusieurs plongées pour pénétrer dans le véhicule renversé. Gargan et Markham insistent pour qu'il signale immédiatement l'incident, ce qu'il accepte de faire, mais au lieu de cela, il monte dans une barque qu'il trouve et ramène le petit Ted à la maison. Kennedy passe devant... En tout cas, tout ça, ça raconte l'histoire de cet horrible événement où Kennedy, Ted, a abandonné une femme dans une voiture, une femme avec laquelle il venait d'avoir une petite aventure sexuelle, il était sous comme une botte, il l'a abandonné là, il est retourné à la fête. Et là, il y a un petit remords de conscience, il disait, il faudrait qu'on aille sauver cette femme-là, mais il était trop tard. Et ça, on a caché ça. Les médias, les démocrates, parce que naturellement, c'est une famille emblématique. Ça rappelle l'histoire de René Lévesque, ça, hein? Une autre figure emblématique qu'on a protégée au Québec. René Lévesque, qui est premier ministre et qui est un joueur invétéré, un fumeur invétéré, puis un alcoolique invétéré. Imagine, tu te retrouves avec un fumeur, un gambler, puis c'est lui qui t'envoie négocier les intérêts du Québec. Moi, je le sais pas, mais wow! C'est certain que ça va finir en queue de poisson. René Lévesque, qui décide d'aller jouer au poker avec des amis, quitte sa sécurité, parce que quand tu es premier ministre, tu as une grosse sécurité, tu as des chauffeurs privés. Il s'en va jouer, toute la nuit, il prend un coup, il reprend sa voiture, puis il s'en revient chez eux, frappe un itinérant, et l'abandonne là, pour se sauver, naturellement, sauver son cul, lui aussi. Voyez-vous les similitudes entre ces deux gens-là, entre Ted Kennedy et René Lévesque? Deux lâches, deux alcooliques, deux womanizers, deux trous de cul, puis deux personnes qui ont abandonné quelqu'un à leur mort pour sauver leur cul politique. Wow! Moi, je ne le sais pas, les Québécois, mais voulez-vous me lâcher la grappe avec René Lévesque? René Lévesque. C'est la CIA, le meurtre de JFK, c'est la CIA. C'est pas la CIA! C'est la mafia!
Tu parles d'une bande d'incidents chez moi, la grappe. Il n'y a rien accompli. La CIA, il n'y en avait rien à foutre de JFK. C'est un insignifiant. C'est une marionnette. Donc, c'est juste un règlement de compte entre la mafia. Puis JFK, il était tellement accessible. T'es en 62, il n'y en a pas de sécurité. Il n'y en a pas de moyen d'empêcher quelqu'un de se mettre sur un toit dans une chambre d'une maison pour tirer. Puis t'as pas besoin d'être un tireur professionnel. Il est là puis il roule pas vite en voiture. Mais on a tellement monté ça en épingle, on veut tellement vous distraire que, ah oui, hey, c'est quelqu'un qui voulait arrêter JFK, qui a tué JFK pour, wow, il était tellement en train de mettre un monde parfait, un monde idéal sans injustice. Are you fucking kidding me? Bande d'idiots. Enfin, peu importe. Il y en a des mangeux de balustres, mon chum. C'est rempli de mangeux de balustres. Ceci étant dit, là, je viens de vous débunker la famille Kennedy en moins de temps que ça vous prend pour vous gratter le trou de cul. Donc là, chez nous, la grappe avec les Kennedy. Une famille de pourris qui n'a rien fait pour qui que ce soit. C'est une dynastie qui contrôle les États-Unis depuis la fin du 19e, même le début du 18e siècle, via la mafia irlandaise et tous leurs descendants. Donc, et leurs ancêtres, pardon, eux autres qui en sont les descendants. Imaginez, JFK qui nomme son frère procureur général. Il n'y a personne qui s'est arraché les cheveux de la tête? Moi, j'en reviens pas. Wow! C'est comme si Donald Trump, imaginez si Donald Trump nommait, parce que là, il n'y a pas de frère, mais nommait son fils, Don Jr., procureur général. Le monde entier enverrait l'armée aux États-Unis pour le faire arrêter et pendre sur la place publique. Tu te retrouves avec le président JFK, descendant de la mafia irlandaise, le plus pourri des individus, avec les frères les plus pourris. Puis il s'en va nommer son frère le plus pourri, Robert, procureur général. Puis il n'y a personne qui dit rien. Wow! Ça fait peur, mon chum. Ça fait vraiment peur. Ça fait du bien de se rappeler des faits comme ça, hein, parce que c'est pas les petits gauchistes qui vont te rappeler ça. Oh non! C'est pas les petits gauchistes qui vont dire que René Lévesque a abandonné un itinérant qui venait d'écraser avec sa voiture, puis qui était premier ministre, puis qui était sous comme une botte, parce qu'il revenait d'une petite partie de poker. C'est pas les petits gauchistes qui vont dire que Ted Kennedy a abandonné une femme en train de se noyer qui venait de fourrer dans un party puis était chaud comme une botte, sous comme une botte aussi, hein? Pas les petits gauchistes qui vont te rappeler que JFK avait nommé son frère comme procureur général. Wow! Pas fort, mon chum. Vraiment pas fort. Parlant de pas fort, les Iraniens du monde extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup d'amis perses, c'est du monde extraordinaire. Mais les mollahs iraniens, ça, c'est pas du bon monde non plus. Puis c'est bizarre, la petite gauche les a protégés, puis c'est leur idole. Moi, je sais pas, si j'étais gauchiste, je serais gêné en gériboire. Si en tant que gauchiste, académicien gauchiste, socialo-médiocre, tous mes modèles puis mes idoles, c'est tous des mollahs iraniens, des Fidel Castro, puis des Hugo Chavez, puis des Staline, m'a dire une chose, je serais gêné en sacre bleu. Vraiment gêné. Si toutes mes idoles, puis ceux que je soutiens, puis je supporte, si tous les l'Ayatollah Khomeini, les Yasser Arafat, les Rouhani, puis les Castro de ce monde, allez vous cacher, mes amis, c'est honteux. Vous autres qui prétendez être les défenseurs de la veuve et l'orphelin, la justice, les inéquités, on veut tout éliminer ça. Puis les seuls que tu as à nous proposer comme modèle, c'est les Ayatollah Khomeini de ce monde, puis les Fidel Castro de ce monde. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge, mon ami. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge quand tous vos modèles, c'est les Yasser Arafat de ce monde, les Muammar Kadhafi de ce monde. Moi, je ne sais pas dans quel genre d'environnement vous voulez nous faire vivre. Mais c'est pas celui dont je rêve.
On va aller voir les mollahs iraniens, comment ils se comportent dans leur parlement. Juste pour vous rappeler qui la gauche soutient. OK? Restez là. Bougez pas, je partage ça. Tous les petits gauchistes, les petits socialo-médiocres, les petits progressistes, tous ceux qui prétendent être là pour la justice et la liberté, tous leurs modèles, puis leurs politiciens modèles, c'est les Yasser Arafat, les Rouhani, les Ayatollah Khomeini de ce monde, les Fidel Castro de ce monde, les Kim Jong-un de ce monde. C'est ça leur modèle, les Staline de ce monde. On est en... le 9 mai 2018, donc il y a un an. Imaginez, un an jour pour jour, on va aller voir la réaction des Iraniens dans leur parlement quand Trump annonce qu'il se retire et qu'il retire les États-Unis de cet accord complètement débile signé par un islamiste, Barack Obama Fomet. Là, les petits gauchistes, regardez ça. Ça, c'est vos idoles. On est dans un parlement, le parlement iranien. C'est des députés. Tu as le président qui est là. Ils sont tous là. Hey, là, c'est la haute gamme. Remettez-vous dans le contexte. Si c'était nos politiciens qui faisaient ça, on se dirait, ben, on envoie vraiment plein d'ambulances, puis on les fait escorter, puis on s'en va tout de suite à l'asile, là. Mais ça, c'est les petites idoles de la gauche. Il n'y a personne qui parle de ça. C'est vraiment étonnant. Mais il me semble que c'est essentiel d'en parler. Là, tu as affaire à des députés. Le président de l'Iran qui est là, il brûle le drapeau américain. Ça, c'est le 9 mai 2018. Puis il chante « Mort à l'Amérique ». Puis ça, c'est les idoles de la gauche. Mort à l'Amérique! Là, c'est dans le Parlement, là, ça crie. Du monde bien rationnel. Du monde très rationnel qui contrôle leurs émotions. Du monde super sympathique. Ça, c'est les amis de la gauche. Ça, c'est les amis de Québec solidaire. Ça, c'est les amis de Justin Trudeau. Ça, c'est les amis de tous les imbéciles qui penchent à gauche, qui pètent à gauche, puis qui mangent à gauche, puis qui pissent à gauche. Ça, c'est leur modèle. Ça, c'est les gens qu'ils soutiennent. Je vais juste vous faire réaliser ça. Moi, je ne le sais pas, mais c'est vraiment grave. C'est vraiment épeurant. On regarde ça une autre fois. Mort à l'Amérique! Mort à l'Amérique! Tiens, regarde le président iranien, regarde le débile profond, là. Là, t'es au Parlement. On crie tous, tiens, t'en as une en burqa, là. Tu l'as vu ici? Pas en burqa, elle est en... Ouais, elle, c'est vraiment le full costume, là. Tiens. Elle est là. Mort à l'Amérique. Ça, c'est le Parlement iranien. Du monde bien équilibré. Ça, c'est tous les amis de la gauche. Puis après ça, ils vont vous dire, les mêmes médias qui vous cachent ça, ils vont vous dire, mon Dieu, Donald Trump, c'est un fou, furieux. Il nous amène à la guerre. C'est un homme qui n'est pas apte à être président des États-Unis. Ici, tu as le président iranien, puis tous les députés sont en train de brûler un drapeau américain, puis en train de crier « Mort à l'Amérique » dans le Parlement. Puis c'est les mêmes médias qui te cachent ça, les mêmes gauchistes qui sont cousins, amis avec ça, qui essaient de te convaincre que Donald Trump, lui est vraiment déséquilibré. Lui est vraiment dangereux. On écoute encore une fois, OK? Êtes-vous là, les petits gauchistes? Donc, eux autres sont même pas capables de... Ils sont complètement fous, mais ils sont même pas capables de mettre un bout de papier en feu, puis ils voudraient... ils voudraient nous terroriser.
Donald Trump, oh, lui, c'est vraiment un fou. Oh, il est pas apte. Mais pour la petite gauche, puis les mêmes journalistes, puis les mêmes médias, lui, il est apte à être président de l'Iran. Lui, il est très équilibré. Très équilibré. Puis tous nos politiciens qui ont signé l'accord avec l'Iran, les Barack Obama Fomet de ce monde, les François Hollande de ce monde, et les Justin Trudeau de ce monde, eux autres sont bien équilibrés de supporter ce monde-là. Oui. Donald Trump est un fou furieux inapte à gouverner. Mais eux autres sont vraiment équilibrés. Oh! C'est les amis de la gauche. Ça, c'est les mêmes qui ne reconnaissent pas Israël. C'est les mêmes qui financent le Hamas et le Hezbollah pour éliminer Israël. Et créer la discorde partout dans le Moyen-Orient. C'est l'Iran, grâce aux 150 milliards de dollars que Barack Obama Fomet leur a donné. Mais ils sont très équilibrés. Ça, c'est vos amis. Ça, ceux-là, c'est vos alliés. C'est avec eux que vous allez bâtir un monde. Un bon monde, juste et libre. Regarde-moi le comportement de ces débiles profonds-là. Ils sont où, les Paul Arcand de ce monde, pour s'offusquer de ça? Non, Donald Trump, c'est vraiment un fou furieux. Tiens, le président iranien ici. Lui est équilibré. Ah, c'est lui qui devrait être le président du monde, selon la gauche. Parce que la gauche est antisémite, anti-américaine et anti-liberté. Donc, pas étonnant que ça, c'est l'idole de la gauche. Et que tous les groupes gauchistes, les socialo-médiocres, les Québec solidaires de ce monde, les péquistes de ce monde, les libéraux de ce monde, les macronistes de ce monde et les socialistes de ce monde supportent cet individu-là. Parce qu'ils sont tous antisémites. Tous les gauchistes sont antisémites, anti-américains et anti-liberté. Ils ont trouvé leur idole. Ils ont trouvé leur président du monde. C'est Rouhani. Puis il est bien équilibré. Il est vraiment très équilibré. Puis il fait la promotion de l'équilibre et de la justice. Imagine, si ça c'est ton président, pas étonnant qu'il y ait une garde des gardiens de la Révolution qui terrorisent et qui torturent et qui emprisonnent tous les opposants en Iran. Je vous le fais tourner encore une fois, les gauchistes. Ça, c'est l'idole des petits gauchistes, des antifas. C'est eux autres, ils ont le même comportement, t'as vu? Et voilà, ça c'était un petit retour en arrière pour vous montrer qui sont les amis, les idoles de notre petite gauche bien pensante. Hein? François Sylvain qui dit qu'il avait fallu que Trump fasse ça, exactement. Viviane qui nous dit, ils sont tous atteints d'une maladie mentale extrême. Oui, mais le problème, Viviane, c'est que ça, c'est les idoles de toute la gauche, de tous les socialistes, qui sont tous antisémites, anti-américains, puis qui ont supporté tous ces gens-là pendant des décennies. Tous nos gouvernements, tous nos médias ont supporté ces gens-là et là, leur ont donné une crédibilité. Ont jamais exposé leur folie, ont jamais exposé leur débilité profonde, oui, mais leur danger. Lily Pompadour, notre Belge adorée, bonjour. Frédéric qui nous dit, comprenez-vous les cabochons? Christian Marcotte qui dit, vraiment crampant ton affaire. Donc, chers amis, ça c'était un voyage dans le monde fascinant de la petite gauche intellectuelle. Maintenant, on va arriver à des choses plus contemporaines qui nous regardent. Il y a des bruits de guerre un peu partout. Hein? Il y a surtout des bruits de guerre autour de l'Iran, justement, parce qu'il y a un nouveau shérif en ville. Il s'appelle Donald Trump. Et lui, contrairement à Barack Obama Fomet, qui a donné 150 milliards à ces mêmes mollahs d'Iran,
Pas au peuple iranien, il l'a donné aux mollahs d'Iran pour qu'ils puissent continuer leur règne de terreur et la déstabilisation de toute la région et la démonisation d'Israël. Ça, c'est la gracieuseté de Barack Obama Fomet. Pendant ce temps-là, Barack Obama n'a rien fait pour exposer la criminalité et la folie de ces gens-là. Il leur a donné un accord sur le nucléaire, plus 150 milliards de dollars, dont 2 milliards en cash. Wow, c'est vraiment gênant, ça. Puis lui, c'est l'idole de la gauche, Barack Obama Fomet. Lui qui a abandonné les chrétiens, Barack Obama Fomet. Barack Obama Fomet qui a jamais soutenu les forces de l'ordre aux États-Unis, a toujours été du côté des criminels, des vendeurs de drogue, des batteurs de femmes. À chaque fois qu'il y avait un incident qui impliquait un criminel, souvent un noir, parce que c'est ça la réalité dans ces quartiers de criminels-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas tous les noirs qui sont criminels, mais c'est tous les noirs qui sont dans les bandes de criminels à Chicago, oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Donc, à chaque fois que tu as un policier qui était impliqué dans un incident avec un criminel, Barack Obama se mettait du côté des criminels. C'est rare que tu vois ça, un président qui se met avec les bandits, mais Barack Obama, il a eu les couilles de le faire, lui. Parce que lui, il n'était pas gêné dans son avancement de la folie. Et discréditait toujours les forces de l'ordre en les traitant de stupides et de racistes. Donc, si tu te demandes pourquoi il y a une grosse division au sein de la population américaine en ce moment, ben tu peux dire un gros merci à Barack Obama Fomet, qui s'est mis toujours du côté des criminels, qu'on essayait de faire passer pour des victimes. Un dealer qui venait de tuer il venait de tuer sa femme, il s'est sauvé, puis la police l'arrête, puis on lui demande de sortir de la voiture, lui il prend une arme, puis il essaie de tirer sur la police le descend, mais les médias, pourris et corrompus, et Barack Obama Fomet, avant même d'avoir le compte-rendu de l'histoire, sortaient pour se faire un petit capital politique en disant « Maudit geste raciste, maudite police raciste et stupide », et c'est arrivé à maintes reprises comme ça. Pas étonnant qu'aujourd'hui, les petits antifas n'aient aucun respect pour les forces de l'ordre aux États-Unis et qu'on se retrouve depuis 2-3 ans avec des chiffres records d'assassinats de policiers. Gracieuseté de Barack Obama Fomet. C'est ça la réalité. Que vous le vouliez ou non, quand même que tu essayerais de réécrire l'histoire, mon petit trou de cul gauchiste, moi, il va toujours être là pour venir te ramener les faits dans la face. C'est pour ça qu'il n'y en a jamais un de ces petits puants, ou puantes, parce qu'il y en a des puantes aussi, qui osent m'appeler, parce qu'ils n'ont pas de couilles, parce que moi, je te les remets à leur place avec les faits, et les faits seulement. Donc, ceci étant dit, on a Donald Trump qui dit « C'est pas vrai que vous allez continuer à nous menacer, à nous faire chier, continuer à menacer de faire disparaître Israël, à financer le Hamas qui a envoyé 800 roquettes il y a 2-3 jours. Il y a 4 Palestiniens qui ont été tués, dont 2 terroristes, un peu normal, et une femme et son enfant qui ont été tués des conséquences d'une roquette lancée par le Hamas. Donc, ça n'avait rien à voir avec les Juifs. Et les Israéliens, c'est pas eux autres qui ont tué cette femme-là et son bébé. Donald Trump qui dit, on ne peut pas continuer à laisser ce monde-là en place. On ne peut surtout pas continuer à les financer. Lui, il a coupé le financement à tous ces organismes-là. Terroristes. Puis là, il a envoyé le USS Abraham Lincoln dans le coin. Ça, c'est assez puissant pour faire disparaître les mollahs puis la garde les gardiens de la Révolution en moins de temps que ça te prend, le petit gauchiste, pour te gratter le cul puis te sentir le doigt plein de marde. Parce que c'est juste ça que vous êtes capable de faire, puis c'est juste ça que vous faites. Toute la journée, vous vous grattez le cul puis vous vous sentez les doigts. Ça, c'est les petits gauchistes, les petits antifas, les petits socialistes, les petits Québec solidaristes de ce monde. Les petits gilets jaunes de ce monde aussi. Donc, ceci étant dit, lui a dit qu'il faut qu'on mette une fin à ça. Sous Barack Obama Fomet, la totalité des chrétiens ont été éliminés des pays du Moyen-Orient sans que personne dise un maudit mot. Sans que personne rapporte les faits non plus. Les chrétiens ont été éliminés de l'Irak. Les chrétiens ont été éliminés de plein de pays où ils étaient encore.
présent. Il y a eu des génocides, c'est le groupe le plus persécuté. Pas un média en a parlé. Barack Obama Fomet a utilisé ses 8 années pour accomplir ça, cette élimination des chrétiens dans le Moyen-Orient, la démonisation d'Israël, la prise de contrôle de l'ONU par les islamistes. Et c'est vraiment devant nos yeux que ça se fait. Et franchement, c'est honteux. Ça a été honteux que nos médias participent à ça, que nos élus participent à ça dans le silence de la complicité. Pendant qu'au Conseil des Nations Unies, pendant que Barack Obama était là dans ces 3-4 dernières années, on a voté une trentaine de motions qui condamnaient Israël pour toutes sortes de gestes qu'Israël n'a pas commis, était juste en légitime défense. Pendant ce temps-là, tu as des multitudes de gouvernements dans le monde, et surtout en Afrique, qui ont commis des vraies atrocités, là, vraiment des atrocités quotidiennes sur leur population musulmane et sur les populations chrétiennes. Pas un mot du Conseil de sécurité de l'ONU sur des vrais crimes contre l'humanité, mais on a tellement donné le contrôle de l'ONU aux islamistes sous Barack Obama, en nommant tous les joueurs importants provenant de pays musulmans, qu'on s'est concentré à démoniser Israël, qui veut juste la paix, qui veut juste vivre en paix, qui à chaque fois qu'elle se défend, essaie de le faire dans la retenue pour pas qu'il y ait de dommages collatéraux, donne du travail aux Palestiniens. C'est les seuls qui donnent du travail aux Palestiniens. J'aimerais juste vous rappeler que la bande de Gaza et la Cisjordanie, c'est plus des territoires occupés. Depuis 2005, les Juifs se sont retirés et ont remis la gouvernance de ces territoires-là aux Palestiniens. Les Juifs ont même démantelé toutes les colonies qu'il y avait là. Il n'y a plus de Juifs là. La Cisjordanie et la bande de Gaza sont gérés par les Palestiniens, par leur gouvernement, qui sont incapables de leur donner de la prospérité, des bonnes jobs, des infrastructures, parce qu'ils sont trop préoccupés et angoissés et obsédés à détruire Israël, à s'acheter des roquettes puis des rampes de lancement au lieu de s'occuper de leur monde. Donc, voyez-vous, le mensonge encore de la petite gauche, c'est de laisser flotter dans l'air que la bande de Gaza et la Cisjordanie sont des territoires occupés. C'est depuis 2005 que c'est plus des territoires occupés. L'armée s'est retirée et on a même démantelé les colonies. Et le Hamas a été élu pour s'occuper par les Palestiniens, pour administrer, et a été élu comme gouvernement dans la bande de Gaza. Et le Fatah de Mahmoud Abbas a été élu dans la région de la Cisjordanie. Ils sont incapables de donner une vie à leur monde, de donner la paix à leur monde, de donner des infrastructures à leur monde. Des écoles, une économie, des hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent que nos pays leur ont donné à ces administrations-là depuis des dizaines d'années? Mais plus particulièrement depuis 2005, où ils sont en charge, c'est eux autres qui sont en charge des territoires. Les Israéliens ne sont plus là. Il n'a pas fait grand-chose. Donc, voyez-vous le mensonge qu'on garde toujours et toujours et toujours et toujours et toujours. C'est pathétique. Maintenant, Trump veut régler ça une fois pour toutes, puis je pense qu'il faut qu'on le crève l'abcès. Il faut qu'on enlève ces dirigeants-là qui veulent juste propager la haine. Voyons, comment est-ce qu'on pourrait tolérer ça? Du monde qui, à tous les jours, quand ils se lèvent, leur seul but dans la journée, c'est de répandre la haine puis de dire qu'on veut détruire Israël, détruire l'Amérique, détruire Israël, détruire l'Amérique. Au nom de quoi? De la justice? De la liberté? Vous pensez vraiment que ces gens-là veulent la justice et la liberté? Donc, ça serait vraiment sain pour l'humanité si on réussissait à se débarrasser de ces éléments vraiment négatifs, vraiment destructeurs, que sont les mollahs iraniens qui forment le gouvernement, le Hamas qui forme le gouvernement dans la bande de Gaza,
le Fatah qui forme le gouvernement dans la Cisjordanie, le Hezbollah qui est caché et qui forme le gouvernement au Liban, il serait vraiment temps de débarrasser les gouvernements au moins de ces graines de haine et de violence qu'ils représentent, pour avoir du monde de bonne volonté, qui veulent vraiment la paix, puis qui veulent s'entendre, puis qui veulent avoir la sécurité pour leurs citoyens, qui veulent la prospérité pour tout le monde. C'est qui empêche tout ça? C'est pas les Juifs, c'est ces fous-là. Puis c'est qui est derrière ces fous-là? Puis c'est qui soutient ces fous-là? Eh oui, vous l'avez deviné, c'est la gauche. Encore une fois, c'est qui expose tout ça? Bibi. Parce qu'il n'y a personne d'autre que les couilles. Oh, les maudits sionistes! C'est les sionistes qui sont derrière tout! Un autre montage de délire, de conspirationnisme. Le sionisme, c'est rien d'autre qu'un mouvement nationaliste européen qui est né dans cette idée-là à la fin du 18e siècle pour un retour vers Israël des Juifs qui sont partout dans le monde. Donc, moi, je ne vois pas comment un retour vers Israël s'est vu comme un projet de domination du monde. C'est incroyable. Encore du délire musulman. C'est qui est derrière la conspiration du sionisme? Ben oui, c'est les musulmans qui ont créé cette idée-là. Puis tous les crétins de la gauche, qui sont stupides comme tu peux pas l'imaginer, qui ont le quotient intellectuel d'une graine de sésame ou d'un pois chiche déshydraté, eux autres qui ont embarqué là-dedans parce qu'ils sont connectés avec les islamistes et les musulmans et les communistes. C'est toute la même entité, ça. Donc, comment des Juifs qui veulent juste se retrouver entre Juifs en Israël serait un mouvement de conspiration, de domination du monde? C'est incroyable. C'est incroyable, 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 incroyable. Viviane qui nous dit, c'est vraiment débile ceux qui déblatèrent sur les sionistes. Ben oui, le sionisme. On va être obligé encore de faire une petite, pour nos crétins de la gauche, les imbéciles, les ignorants de la gauche, restez là, on va leur donner une petite leçon, encore une fois, une petite leçon d'histoire. Parce qu'ils en ont besoin. Au moins, ceux qui viennent espionner ici, mais qui n'avaient pas les couilles de m'appeler, au moins vous apprenez quelque chose. Restez là. La gouvernance de la bande de Gaza, l'administration du Hamas, dirigée par Ismaël Haniyeh, un autre sympathique personnage, assure la gouvernance de la bande de Gaza depuis 2007. Le parti Hamas a remporté les élections législatives palestiniennes le 25 janvier 2006. Et Ismaël a été nommé premier ministre, créant ainsi un gouvernement d'union nationale avec le Fatah, qui lui, gouverne dans la Cisjordanie. Donc, c'est eux autres qui gouvernent. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus de territoires occupés. Ça n'existe plus, les territoires occupés. Mais on vit encore dans ce mensonge-là au sein de la communauté journalistique gauchiste puante. Il n'y en a plus. Les Juifs sont partis. Ils leur ont laissé le territoire. Puis qu'est-ce qu'ils en ont fait? Un enfer sur terre. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Maintenant, le fameux sionisme. Une fois pour toutes, les imbéciles de gauchistes anti-sionistes, là. Une fois pour toutes. Apprenez-le une fois pour toutes, puis retenez-le. Le sionisme est une idéologie politique fondée sur un sentiment national juif. Décrite comme nationaliste par les uns et comme émancipatrice par les autres, prônant l'existence d'un centre territorial ou étatique peuplé par les Juifs en terre d'Israël. Sur un plan idéologique et institutionnel, le sionisme entend œuvrer à donner ou redonner aux Juifs un statut perdu depuis l'Antiquité et les royaumes hérodiens, à savoir celui d'un peuple disposant d'un territoire
That's it, that's all. Il n'y a rien d'autre dans le sionisme. Bande d'idiots. Mais, qu'est-ce que tu veux? L'idiotie, c'est dans les gènes des gauchistes. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire contre ça, leur ignorance, leur débilité profonde. Puis moi, je le sais, à chaque fois, je débunk toutes leurs conspirations. Ils débandent toutes, puis tu les vois toutes partir du live. Ça prend 30 secondes de débunker les théories des stupides musulmans, gauchistes, islamistes. Moi, je voudrais savoir, d'abord, on va mettre plusieurs choses au clair. Là, on va parler de la gouvernance, puis des crétins qui nous gouvernent, puis des crétins qui analysent tout, puis des crétins qui se prétendent experts. Il y a une chose qu'il faut mettre au clair. Je ne sais pas s'il y en a qui savent comment ça marche dans un pays musulman. Je ne sais pas s'il y en a qui voient comment c'est organisé, comment ça se vit, un pays musulman. Moi, j'ai eu la chance de connaître ça. Mais je pense que tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour voir que ça ne marche pas bien, que tout est à l'envers, que 95% des pays musulmans sont dans une misère extrême, avec des régimes princiers ou royaux, de royauté, sont des royaumes, ou des gouvernements tyranniques, où la misère existe à grande échelle, où la liberté est inexistante, tu peux même pas prendre une bière parce que c'est interdit dans le Coran, donc tu peux encore moins t'habiller comme tu veux si tu es une femme. On décapite encore les gens sur la place publique, on coupe les mains et les jambes aux voleurs encore, on fouette ceux qui défient l'autorité, on fouette les femmes qui défient l'autorité de leur homme, on condamne à mort encore les homosexuels. Ça, c'est les sociétés musulmanes. Moi, j'aimerais savoir, les Québécois, écoutez-moi bien, puis tous les Français à l'écoute, puis tous les autres crétins à l'écoute, comment tu peux aller demander un conseil, quel qu'il soit, à un musulman? Il me semble qu'il n'est pas positionné pour te donner un conseil sur quoi que ce soit. As-tu vu comment ça marche chez eux? Depuis quand on va aller demander un avis à un musulman sur quelque question que ce soit, surtout quand ça touche la liberté puis la société? On est-tu tombé sur la tête à ce point-là? On est-tu tombé sur la tête? C'est comme aller demander un conseil d'investissement parce que tu as un peu d'argent à investir à un tonu, à un assisté social, que je dénigre pas, mais il n'est pas placé pour te donner un conseil d'investissement, je pense, là. Et c'est comme si un aveugle, au coin d'une rue, demandait à un autre aveugle de l'aider à traverser la rue. Il me semble qu'il a besoin d'un voyant plus qu'autre chose, là, lui, l'aveugle. Il n'a pas besoin d'un autre aveugle. Ils vont être deux à se faire tuer. C'est comme si tu allais demander. Tu es en pleine phase finale d'une guerre, puis pour ta dernière attaque, tu t'en vas demander conseil à un chef cuisinier. Il me semble que tu ne demandes pas à la bonne personne, là. Va demander ça à un stratège militaire, à un général. Donc, moi, quand je vois des musulmans sur nos plateformes essayer de donner leur point de vue, de mettre leur grain de sel dans quoi que ce soit, ben, je me dis, il me semble que c'est plutôt eux autres qui devraient censurer et fermer le clapet au plus sacrant, là. Comment on va prendre l'avis de quelqu'un qui vient d'un pays de tarés, où encore aujourd'hui les femmes sont fouettées sur la place publique, et où prendre une bière est interdit, et où on condamne les homosexuels à mort encore aujourd'hui, et où il n'y a aucune liberté dans ces pays-là, et où on mélange la religion, le gouvernement, la justice. Comment on va aller demander un avis ou un conseil à un musulman? Es-tu tombé sur la tête, nous autres? On est-tu rendus stupides à ce point-là? Saint-Gériboire de bâtard. C'est comme, mets-toi dans la peau, t'es aveugle. T'es au coin d'une rue, puis là, t'as peur, puis là, tu te demandes comment tu vas traverser ça. Puis la seule personne qui vient pour t'aider, c'est un autre aveugle. Es-tu dans la merde, tu penses? Ou tu penses que ça va bien aller? Si tu es dans une situation économique des plus difficiles, comme dans laquelle on se trouve en ce moment, vas-tu aller demander un conseil ou des programmes ou
un projet financier ou un plan global à un académicien, à un fonctionnaire, qui la seule chose qu'il connaisse, lui, c'est de dépenser ton argent de toutes les façons possibles et imaginables pour que ça rapporte rien, ou tu vas aller demander conseil à un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui a créé des jobs, qui a eu à se casser la tête dans le monde réel pour faire face à toutes sortes d'épreuves, de concurrence et de tout ce que tu voudras, ou tu vas aller demander conseil à un bureaucrate, à un fonctionnaire. On est-tu tombé sur la tête, nous autres? Depuis quand on va s'en remettre pour sauver la planète à Manon Mario Massé, qui n'a rien fait d'autre dans la vie sauf être une locumène? Puis c'est son droit. Moi, j'ai rien contre les locumènes. Mais comment on va remettre l'avenir du Québec entre les mains de Manon Mario Massé, puis qu'on va être capable de dormir en paix, la conscience tranquille, quand c'est cet illuminé-là qui va décider de tout, puis qui va avoir les idées pour tout? Moi, je ne sais pas, mais c'est comme demander à un aveugle. En tant qu'aveugle, tu demandes à un autre aveugle de te faire traverser la rue. De penser que Manon Mario Massé, le petit Gabriel Nadeau-Dubois qui devrait être en prison lui aussi, qui n'a rien fait d'autre dans la vie sauf être étudiant, puis manifester, puis éviter d'aller en prison parce que la FTQ l'a sauvé avec un juge corrompu qui a bien été payé parce qu'ils ont ramassé au moins 60 000 $ dans une cagnotte pour payer le juge, pour qu'il le disculpe. Comment tu peux penser que tu vas remettre l'avenir du Québec entre les mains de ces deux énergumènes-là, puis qu'on va être capable de dormir les oreilles tranquilles, puis la conscience en paix? Les Québécois, moi, je vous comprends peu. Moi, je vous comprends peu. Êtes-vous tombé sur la tête? Ça tient pas debout. Puis là, tu as tous ces gens-là qui nous gouvernent depuis longtemps, qui se prétendent être des experts en tout. Ça fait combien de temps qu'on a des experts économiques, puis que le Parti libéral du Québec est supposé, on parle des dernières années, remettre le Québec en marche. Nous autres, on a un plan économique incroyable. Remettre le Québec au travail, remettre le ceci au travail. Laissez-moi le volant entre les mains, le contrôle du volant. Puis les péquistes ont eu la même chanson. Puis ils ont tous eu la même chanson. Donc, tu as tous ces tatas-là, qui sont tous des criminels de haut niveau, qui sont venus prétendre pendant des années, des campagnes électorales après campagne électorale, qu'eux autres, ils avaient la solution à la crise économique. Il y avait la solution à la crise des urgences. Il y avait la solution à la crise de ceci, à la crise de l'enseignement, à la crise de cela. Ils ont-tu réglé quelque chose, tous ces experts-là? Puis tous tes journalistes qui t'ont dit « Ah oui, là, lui, ils l'ont, eux autres, ils l'ont, le programme, mon chum, ça, c'est bon. » Tu t'en remets à des académiciens, à des avocats, à du monde qui n'ont jamais rien accompli dans la vie. Hey, on a essayé de vous faire avaler que Jacques Parizeau était un grand économiste. Un tout nu! Un fonctionnaire de carrière qui n'a jamais rien créé dans sa vie, sauf la ruine pour les Québécois. Un économiste qui est allé nationaliser l'amiante. Le produit le plus banni dans l'histoire de l'humanité, lui est allé nationaliser ça en pensant que c'était pour enrichir les Québécois. Un économiste, Jacques Parizeau, un fonctionnaire de carrière fédérale, dont le seul accomplissement, ça a été de prendre l'argent des pauvres, puis de le mettre au service des riches dans ce qu'on a appelé la caisse de dépôt. Puis on vous dépeint Jacques Parizeau comme un expert économique. C'est lui qui a ruiné le Québec en moins de temps que ça vous prend les gauchistes pour vous gratter le cul puis vous amener les deux doigts au niveau des deux narines pour sentir votre propre marde. Ben Jacques Parizeau, ça lui a pris moins de temps que ça pour ruiner le Québec. Puis t'as les journalistes puis les médias qui vous, dans les livres d'histoire, on vous dépeint Jacques Parizeau comme un expert économique.
Voyez-vous la démence du monde qui nous entoure? Voyez-vous la démence du monde qui nous entoure? Moi, j'en reviens pas. Je sais que vous aimez pas ça, les petits gauchistes, les petits Québécois péquistes. Quand je parle du PQ, ça décroche du live. Non, hey, mon Dieu, là, il va attaquer le PQ. Mon cousin Bernard Landry, qui est mort il n'y a pas longtemps, que Dieu ait son âme, on va essayer d'être un peu charitable. Un autre qui a été dépeint comme un expert économique. Il n'a jamais rien créé, il a été fonctionnaire toute sa vie. Moi, je le sais, c'est mon cousin. Il n'a pas créé une Christophe Colomb job de sa vie. Il ne sait pas c'est quoi créer une entreprise. Faire face à toute la Christophe Colomb de paperasse que le PQ t'a demandé de remplir si tu voulais fonder une entreprise. Il n'a jamais rien créé. Il a été le ministre du Développement économique. Il a ruiné le Québec. Il a regardé les Québécois perdre leur maison avec des taux d'intérêt hypothécaires à 25%. Il a été là pendant la plus grosse crise économique qui a amené le Québec au chômage. C'est lui qui a signé les accords de libre-échange de l'ALENA qui envoyait tous nos emplois en Chine. Puis on vous décrit ça comme un expert économique. Puis il a enseigné à l'université. Imagine-toi, l'économie. Pas étonnant que tous les Québécois soient des ignorants. Si tous les professeurs sont comme Bernard Landry, mon cousin, qu'est-ce qu'on vous enseigne? C'est de la merde. C'est de l'idéologie. L'économie, c'est pas de l'idéologie, c'est de la pratico-pratique. C'est quelque chose de bien concret. Moi, je ne sais pas, un expert économique, à mes yeux, c'est quelqu'un qui a réussi économiquement. C'est quelqu'un qui a créé des emplois, qui a créé des entreprises viables sans le soutien de l'État. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Pour moi, c'est ça, un expert économique. C'est pas un professeur d'université qui a jamais rien créé, qui vit au crochet du monde en racontant n'importe quoi. C'est pas un fonctionnaire de carrière. Wow! Là, je le sais, j'ai toute la bande de petits péquistes puis de petits gauchistes qui s'en vont, qui disent « Oh mon Dieu, encore j'en ai marre, encore lui qui nous attaque. » Ben, j'ai pas le choix, il n'y a personne d'autre qui le fait. Ils sont tous là à vous exonérer, à vous excuser, puis à vous honorer. Ben, moi, c'est pas vrai que ça va se passer comme ça. Si tu veux ça, va-t'en sur la plateforme des autres, là, je les nommerai pas, tu les connais. Ils sont tous là, les petits gauchistes. Va-t'en sur leur plateforme. Va te faire dire que le PQ va te sauver, puis que Québec solidaire, c'est la plus belle invention après le pain croûté, puis que vivent les experts économiques. Les experts en géopolitique, ça, c'est encore la même gang. Pour eux autres, regarde le désastre de ces gens-là, mon chum. Pendant des décennies, ils ont financé des anti-américains, des anti-israéliens, puis des anti-pro-liberté. Nos experts géopolitiques ont jamais exposé les vrais coupables. Parce que pour être un expert géopolitique, selon la gauche, tu as besoin de 3 critères. Il faut que tu sois anti-américain, antisémite. Ça, c'est essentiel. Et pro-palestinien. Sinon, tu connais rien. Si t'es pas pro-palestinien, anti-islamiste, antisémite et anti-américain, tu connais rien. Tu peux pas être un expert géopolitique. Go fuck yourself. Moi, je veux savoir pourquoi on remet toujours tout entre les mains des moins compétents. Et c'est comme ça qu'ils veulent, eux autres. Ils veulent tenir tous les compétents loin, puis on les démonise, comme Donald Trump, par exemple. C'est vrai qu'il est comme notre vieil oncle qui nous fait chier, qui est provocateur, mais ça a l'air de bien aller là-bas. Moi, je ne sais pas, si on compare ça à Justin Trudeau, puis à Emmanuel Macron, les deux petites idoles, les deux nouvelles mamelles de cette nouvelle poitrine globaliste, Emmanuel Macron et Justin Trudeau, c'est quoi leur pedigree à eux autres? C'est quoi leur grand accomplissement? Honnêtement, est-ce qu'ils ont sécurisé nos pays? Non. Est-ce qu'ils ont renforcé les frontières? Non.
Est-ce qu'ils ont permis un essor économique? Non. Est-ce qu'ils ont créé de l'emploi? Non. Est-ce qu'ils ont protégé et émancipé la liberté? Non. Est-ce qu'ils ont aidé qui que ce soit? Non. Sauf eux autres et leurs amis. Est-ce qu'ils ont augmenté les taxes et les impôts? Oui. Est-ce qu'ils ont un passé d'affaires? Non. Est-ce qu'ils ont créé quelque chose dans leur vie? Non. Ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien créé. Ils ont toujours été au service du citoyen, payé par le citoyen. Fonctionnaire de carrière. Ou fonctionnaire dans le privé, en travaillant pour des banques, mais ils n'ont jamais créé un emploi, aidé qui que ce soit. Donald Trump, est-ce qu'il est déplaisant? Oui. Est-ce qu'il exagère? Oui. Est-ce qu'il a protégé les frontières? Pas encore, mais il veut le faire. Est-ce qu'il a sécurisé le pays? C'est difficile, mais il veut garder l'amendement numéro 2 qui permet aux Américains de se protéger eux-mêmes avec leurs armes à feu. Est-ce qu'il a sécurisé le monde? Oui, parce que il n'y a pas de conflit depuis que Donald Trump est là, ça s'est calmé beaucoup. Est-ce qu'il a créé de l'emploi? Oui! Est-ce qu'il a rendu les Américains plus confortables? Est-ce que les Américains sont mieux maintenant qu'ils étaient il y a 4 ans? Oui! Est-ce qu'il a baissé les impôts? Oui! Est-ce qu'il a permis l'éclosion de plein de jeunes entrepreneurs? Oui, parce qu'il a déréglementé? Oui. Donc, il y a eu un impact très positif. Est-ce qu'il y a un passé d'homme d'affaires? Oui. Est-ce qu'il a créé des emplois? Des dizaines de milliers de familles. Il a fait vivre des dizaines de milliers de familles. Pas que je l'aime à 100%, parce que Donald Trump, des fois, il me fait suer. Mais il faut donner et rendre à César ce qui appartient à César. OK? Donc, si tu compares la nouvelle poitrine globaliste de notre groupe mondialiste, les deux mamelons, c'est les deux nouveaux mamelons du globalisme et du mondialisme. Emmanuel Macron et Justin Trudeau, ils n'ont pas grand-chose derrière la cravate, là, eux autres, sauf être des pantins puis des fonctionnaires. Système de santé, même chose. Encore là, on remet toujours ça entre les mains des moins compétents. Il n'y a aucune productivité dans le système de santé. Le système de santé publique est une abomination. Abomination. Il n'y a rien qui fonctionne dans le système public, et encore moins la santé. Au Québec, en moyenne, les Canadiens, en général, ça nous coûte 13 000 $ par citoyen, en taxes directes ou en taxes indirectes pour notre système de santé. Ça nous coûte 13 000 $ par citoyen. Ça veut dire 26 000 $ par couple. Pour avoir le système de santé publique le plus inefficace au monde, qui ne te donne pas la liberté de choisir. Toi, ça te coûte 13 000 $ par année, le beigne au chocolat. Écoute-moi bien le cave, le tout nu. 13 000 $. Puis on va aller dans une entrevue après qui va te rapporter les faits. 13 000 $ par citoyen. Tu ne peux pas choisir ton médecin, tu ne peux pas choisir ton hôpital, tu ne peux pas décider d'aller voir un dermatologue si tu penses que tu as besoin d'aller voir un dermatologue. Tu n'as pas la liberté. Il faut que tu ailles voir un médecin généraliste ou ton médecin de famille qui, lui, va décider si tu as besoin d'aller voir un dermatologue. Si tu as besoin d'une opération, tu vas être sur une liste d'attente pour une hanche, par exemple, replacement de hanche. Tu vas être sur une liste d'attente et on va prioriser les plus jeunes. Puis après ça, toi, si tu es plus vieux, tu vas être au bas de la liste. Donc, tu n'as pas le choix. C'est pas toi qui décides de quoi que ce soit. C'est pas toi qui décides des traitements pour telle maladie. C'est le gouvernement, c'est les fonctionnaires qui vont décréter que tu as le droit à tel traitement ou tel traitement. Et c'est comme ça dans tout le système de santé public. C'est une abomination. Je comprends pas que pas plus de gens se joignent à un mouvement pour la privatisation des soins de santé. En Angleterre, c'est un désastre. En France, c'est un désastre. C'est les fonctionnaires qui décident de quel genre de soins tu vas avoir puis quand tu vas les avoir.
mais c'est toi qui payes pareil. 13 000 $ par individu. Moi, je ne le sais pas, mais comment tu peux vendre l'efficacité du système de santé publique? Tout ce qui est géré par l'État, par les fonctionnaires, c'est un désastre. Le transport, c'est la même chose. On va aller à la source. Restez avec moi, je vous partage quelque chose. Ça se passe la semaine dernière à l'émission Life, Liberty and Levin, que je vous suggère vraiment d'aller écouter à tous les dimanches à Fox News avec Mark Levin, quelqu'un d'extraordinaire. On y va, je vais vous traduire ça. The American people the truth about it, and my role in life is to educate Americans on what it would mean for them, their health, and their long-term survival. I mean, if you look in Canada, in 2018, the average wait from seeing a primary care doctor to getting treatment by a specialist, 19.8 weeks. Donc, elle, c'est une Américaine qui essaie de, comment dire, exposer le système de santé comme il est, l'Obamacare, et elle a fait une comparaison, analogie avec le Canada. Le temps d'attente en moyenne au Canada pour voir un médecin ou un spécialiste ou avoir une opération, c'est 19 semaines. OK? That's almost 5 months. C'est presque 5 mois. In 1993, that wait time was only 9.3 weeks. Donc, en 1993, ce temps d'attente était de seulement 9 semaines. Aujourd'hui, il est rendu à 19 semaines. And it's not free. The Canadians pay on average in hidden taxes $13,000 a year for healthcare where they... Donc, puis c'est pas gratuit. En taxes et en taxes cachées, le citoyen canadien paye 13 000 $ pour son système de santé. 13 000 $. have to wait, and it's rationed, just like it was in the case, you know... Puis tu as besoin d'attendre, puis c'est rationalisé, comme dans les pays de l'Est. ...of my mother and other elderly people. So the mainstream media needs to talk about when Bernie Sanders says this is his Medicare for All plan and there'll be no referrals and you can get an appointment whenever and you can, you'll be able to get the very best care, no waiting times, nothing. This is just not the truth. And donc, elle est, surtout ce qu'elle essaie de faire, c'est d'exposer Bernie Sanders, qui veut vendre le système canadien aux Américains, puis elle leur dit, ça va être un désastre. Quand il vous dit que vous allez pouvoir voir un médecin quand tu veux, puis où tu veux, puis c'est un mensonge, puis elle a bien raison, parce qu'elle donne le Canada comme exemple. Elle donne le Canada comme exemple. Donc, c'est tellement facile parce que tu as tous les médias naturellement québécois, les médias canadiens et les médias américains maintenant qui font de la propagande pour le système de santé publique parce que c'est sûr, ça remet entre les mains de l'élite tout le contrôle de votre vie et du système de santé et des trilliards de dollars. C'est ça the name of the game, c'est toujours le dollar. C'est toujours l'argent. C'est toujours l'argent. Et les Québécois, on vous a tellement démonisé le système privé, c'est le meilleur, puis il coûte bien moins cher. Chaque Canadien paye 13 000 $ pour son système de santé. À deux, ça fait 27 000. Pour 1 000 $ aux États-Unis, tu as une assurance béton. 1 000 $ par mois, ça fait 12 000 $ par année. Pour une famille, je te parle. Nous autres, ça nous coûte 26 000 pour un système de merde dans lequel tu peux décider de rien. Aux États-Unis, si tu décides d'aller voir tel médecin avec ton assurance privée, tu t'en vas voir tel médecin. Si tu vas aller à tel hôpital, tu vas aller à tel hôpital. Puis si tu as besoin d'une opération, tu ne seras pas sur une liste d'attente, tu vas être opéré. Mais voyez-vous, les académiciens, encore une fois, les fonctionnaires, les journalistes, les amateurs de gros gouvernements, que sont nos globalistes et nos mondialistes et nos socialistes, vous ont vendu le système public comme étant la plus belle invention après le pain croûté. Commencez-vous à comprendre le jeu. Puis moi, je le sais, là, vous êtes tous à partir parce que là, moi, maudit, j'en ai marre. Là, il est en plus, il détruit la gauche, il détruit ceci, là, il est en train de détruire notre système de santé. J'étais juste en train de vous l'exposer, bande d'insignifiants. Ça se peut pas. Christian Marcotte qui nous dit, ouais, puis le meilleur exemple pour privatiser ces maudits services de merde, la RBQ, hein? La maudite RBQ, une belle gang de mafieux, d'incompétents. Coûte trop cher.
Sans compter que leurs bureaux sont des bâtisses de la FTQ. Oh, wow! Petit conflit d'intérêts, comme dirait le petit Jean. Merci à Christian Marcotte. Comme le dit Mathieu Strasbourg-Labbé, une crise de merde, ce système de santé. Laisse-moi mon argent dans mes poches, puis je vais m'en aller au privé. Ben, c'est ça que j'aimerais moi aussi. Mais on veut pas ça. On t'interdit ça. T'en as plus de liberté au Canada, mon chum. On t'impose la criminalité de nos politiciens gauchistes et de ces systèmes publics de merde. En terminant, avant d'ouvrir les lignes, si jamais il y a quelqu'un qui a le courage de me parler, je vais vous parler du délire et de la politicaillerie aux États-Unis. On le voit avec les derniers développements suite au rapport Mueller, ces 2 années et demie d'enquête de Mueller, les allégations de collusion, c'est tout des jeux politiques. Et des jeux politiques qui se jouent des deux côtés. Trump a commencé le bal en disant en campagne électorale « lock her up », en parlant de Crooked Hillary, puis il avait dit dans un débat que si c'était lui qui était président, elle serait en prison. Il a parti le débat, il a parti la marde. Puis là, ça vient, maintenant, ça lui retombe dans la face, comme ils disent en anglais, shit hit the fan, hein? La marde est arrivée au ventilateur, puis là, ça lui revole d'en face. C'est juste la politique. Quand Donald Trump disait « lock her up », c'était juste de la politique pour gagner des votes. Puis là, les démocrates qui essayent de prétendre que, mon Dieu, il y a eu de la collusion avec les Russes pour élire Donald Trump, ça c'est juste de la politique aussi. C'est des jeux de politique. Il n'y a personne qui va être arrêté, il n'y a personne qui va être incriminé. Et là, on s'en va vers l'élection de 2020. Donald Trump va être encore président, il ne sera pas destitué. Crooked Hillary va être encore libre. Puis on sera encore en train de parler de ça en 2020. Parce que ça va être le sujet numéro 1 de l'élection de 2020. Ça va être la collusion, ça va être la criminalité de Donald Trump, les rapports d'impôts de Donald Trump, la criminalité des démocrates. C'est juste des jeux politiques. Il n'y a rien qui arrive. Ça remplit les télévisions, les journaux. Ça fait parler tout le monde. Moi, c'est pour ça que je l'ai délaissé et que j'en parle plus, parce que c'est trop politique. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. C'est de la politique aérienne à son plus haut niveau. N'oubliez pas que les États-Unis, ça représente 30 trilliards de dollars en valeur. C'est une guerre entre deux clans. C'est une guerre de politiciens, de politicaillerie, pour savoir qui va contrôler ces 30 trilliards de dollars-là. Il n'y a personne qui va finir en prison. Le vrai scandale là-dedans, c'est que le FBI a été utilisé par Barack Obama pour le rendre un outil politique, le FBI. Ils l'ont politisé. On a utilisé le FBI, on leur a demandé d'utiliser le dossier de Crooked Hillary pour aller chercher un mandat d'écoute électronique pour espionner des gens chez Donald Trump. Et c'est le FBI qui a fait ça. Mais le FBI va se défendre, comme il l'a fait hier avec Christopher Wray, le directeur du FBI qui était sur la colline parlementaire à Washington, devant le Sénat. Et on lui a demandé, est-ce que tu penses que on a espionné illégalement, la campagne de Donald Trump? Il a dit non, j'ai aucune preuve de ça. Illégalement. Ils l'ont espionné légalement. Et l'argument que le FBI va utiliser pour exonérer James Comey, par exemple, et tous les autres, ça va être que, ouais, mais nous autres, on pensait qu'il y avait des espions russes dans l'équipe de campagne de Donald Trump. Donc, c'est normal qu'en ayant des soupçons, on ait voulu savoir si c'était vrai ou non. C'est pour ça qu'on a demandé un mandat d'écoute et qu'on a espionné Donald Trump et son équipe. C'est juste pour ça. Puis ils vont dire, si on ne l'avait pas fait, vous nous auriez condamnés pour ne pas avoir fait notre job de s'assurer qu'il n'y a pas d'espions sur l'équipe de campagne de Donald Trump. Voyez-vous? Donc, ça ne vaut même plus la peine de parler de ça. C'est juste de la politicaillerie. Il n'y a rien qui va arriver. C'est juste un jeu politique. Puis la partisanerie, ça ne donne rien d'un côté comme de l'autre. Donc, pour ceux qui voulaient savoir vraiment ce qui se passe, ben c'est ça. OK? C'est juste de la politicaillerie. Il n'y a personne qui va finir en prison.
Crooked, elle va être là dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, aussi longtemps qu'elle va vivre, à faire chier tout le monde, mais elle ne sera jamais présidente, il y a au moins ça de gagner, mais elle finira jamais en prison. Puis il n'y a jamais personne qui va finir en prison. Avant d'ouvrir les lignes, pensez à George Bush et le monde, mais George Bush, avec le FBI et la CIA, qui sont partis en guerre contre, qui ont déclaré la guerre à Saddam Hussein et qui ont tué des centaines de milliers d'Irakiens suite à cette guerre-là, déclenchée sur le simple fait qu'on a créé un dossier basé sur un mensonge et qui a été admis après que Saddam Hussein, il n'y en avait pas d'armes de destruction massive. Est-ce que je sache, George Bush, il n'est pas en prison? Donc, ça n'arrivera jamais. C'est juste la politicaillerie et toutes ces affaires-là, ça mènera à rien. Comme Pizzagate, puis toutes ces conneries-là, c'est juste de la politicaillerie, puis des rumeurs, puis tout ce que tu voudras. Donc, 1-833-625-2527, 1-833-625-2527, 1-833. Malaka ou via Messenger pour ceux qui sont de l'extérieur du Québec et du Canada et des États-Unis qui veulent me rejoindre. 1-833-625-2527. On a débunké des choses aujourd'hui. On a remis des points sur les i, des barres sur les t. Les petits gauchistes n'aiment pas ça, ils s'en vont, les petits péquistes aussi. Puis tous les adorateurs de JFK. Mais, n'empêche que on a toujours les mauvaises personnes au mauvais endroit. Pourquoi? Pourquoi on met toujours en charge d'un dossier le plus incompétent possible et imaginable que tu puisses trouver? Pourquoi on donne des étiquettes d'experts en économie à des eunuques, des bons à rien, des tout nus, des incapables comme Jacques Parizeau, comme Bernard Landry, des gens qui nous traînent de crise économique en crise économique. Puis parlant de crise économique, un autre mythe que je veux débunker, ça va être l'effondrement économique, ça y est, l'effondrement économique arrive, ça y est. Ça, c'est une folie encore des mêmes débiles de la gauche qui se demandent qui a tué JFK? Il n'y a rien qui va arriver. Même s'il y a une crise, ils vont nous demander de la racheter puis de la payer. Tout va revenir comme avant, comme en 2008, comme en 29, comme n'importe quand. L'élite contrôle l'argent, contrôle les finances, contrôle le monde. Puis il n'y a rien qui va arriver pour faire tomber ça, mon chum. Si tu penses qu'il y a une crise économique qui s'en vient, qui va tout faire tomber ça, moi, il faut que tu me donnes ta recette de thé magique, là, parce que tu es vraiment dans le délire. Il n'y a rien qui va arriver. La seule chose qui peut arriver, c'est une autre crise économique qui va nous faire perdre à nous autres, le monde ordinaire, tout ce qu'on a, placé à la banque ou dans des REER. Puis en plus, ils vont avoir le culot de nous demander de payer la facture pour que les riches continuent à rester riches, puis que nous autres, on continue à rester pauvres. Mais il n'y a rien qui va arriver qui va faire effondrer le monde, puis qui va faire changer le monde, puis qu'on va vivre demain matin, suite à un effondrement économique, dans un paradis terrestre. Enlevez-vous ça de la tête, là, franchement. Il y en a eu plein de crises économiques, puis de crash, puis il va continuer à en avoir plein, parce que c'est ça qu'on veut. Parce qu'on a besoin d'un petit reset une fois de temps à autre. L'huile de truffe va augmenter, nous dit François Sylvain, ouais. 1-833-625-2527, 1-833, Malaka! C'est qui a tué JFK, selon vous? En 1962, je peux te dire une chose. Un enfant de 6 ans avec un gun aurait pu tuer JFK. Il n'y avait aucune sécurité. Il y avait 70% d'approbation. Tout le monde était en amour avec lui. Il n'y a personne qui se doutait qu'il se ferait tuer, sauf Jimmy Hoffa qui a dit « Toi, mon petit Christ de pourri, t'es fini. » Est-ce qu'il y en a qui pensent vraiment que JFK avait accompli vraiment tout un revirement de situation puis un agenda incroyable en moins de 2 ans de présidence, parce qu'il a été président à peu près 2 ans? Puis tout le monde sait qu'avant que tu mettes ton équipe en place, ça prend au moins 6 mois. Puis avant que tes politiques, si tu en as, que tu commences à les présenter, ça prend au moins une autre année. Donc ça vient de faire passer les 2 ans
où John Kennedy était président, il n'a pas dû accomplir grand-chose. Oui, allô? Ouais. Il n'a pas dû accomplir grand-chose. Mais tu as des hurluberlus qui pensent que, mon Dieu, c'était le sauveur, hein, le sauveur de l'humanité. Le fils d'un grand parrain mafieux irlandais, un alcoolique, un gambler, un womanizer. La seule chose qui l'obsédait, c'était de fourrer les plus belles femmes qui l'entourent. Mais c'est le sauveur de l'humanité. C'est les sociétés secrètes qui ont tué JFK. C'est incroyable. Moi, j'aime ça, le délire du monde. C'est vraiment, là, wow. J'aime le délire. C'est vraiment agréable de suivre ça. Chers amis, la gauche, c'est toujours un plaisir pour moi de l'exposer parce que c'est elle qui est à la source de tous nos problèmes. Il n'y en a pas d'autres. Puis il n'y a personne d'autre qui le fait, donc ça me fait un plaisir de le faire pour vous. Tout ça avec des arguments historiques, des faits et la rationalité. Merci d'avoir été là. Au J'en ai marre chaud, je vois qu'il n'y a personne, quoi que ce soit à me dire aujourd'hui. Donc, on va se retrouver pour un prochain J'en ai marre chaud où la gauche va toujours être à mon agenda. Parce que je suis le seul. Je me sens comme un devoir. Puis elle n'a pas le courage de venir se défendre. Donc, ça veut dire que tout ce que je dis, c'est vrai. Je vous reviens un petit peu plus tard.